Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans ce 75e épisode de l'émission Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce fascinant concept totalement issu de mon esprit, quant au titre en tout cas. Je vais vous parler du deuxième effet qui se coule, qui se manifeste souvent dans nos interactions sociales, autrement dit dans nos relations avec les autres. Tu sais, c'est ce moment où tu as passé un bon moment avec tes copines, tu te retrouves seule avec toi-même, ou tu es en train de faire un truc qui ne te demande pas de cerveau, genre la vaisselle, conduire, etc. Et tu commences à douter. Tu te demandes si tu n'as pas dit quelque chose de déplacé, si tu n'as pas été trop bavarde, si tu n'as pas été trop à fond dedans. Et dans cet épisode, on va plonger dans les raisons psychologiques qui sous-tendent ce phénomène. On va voir que ça passe de l'insécurité à la peur du jugement. Je vais te parler de stratégie pour pouvoir manager en fait ces pensées négatives-là. Donc je t'encourage à rester à l'écoute jusqu'à la fin pour avoir tous ces conseils pratiques, ces insights, pour que tu puisses justement changer, modifier, faire évoluer ta façon de vivre. Non seulement tes relations avec les gens quand tu es dedans, mais aussi dans l'après. Parce qu'on voit que même dans l'après, on peut être challengé par ça. Donc tu n'as absolument pas manqué ces révélations de ce que pourrait être le déclic pour que ta vie sociale soit plus épanouie, plus confiante dans l'avant, dans le pendant et dans l'après. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va réfléchir sur le deuxième effet qui se coule. Alors, au début, je disais un petit peu ça pour rigoler. Je coachais les bootcampeuses de ma psy-campus et il y avait des questions qui étaient en référence à ça. Et je leur ai dit, moi, j'appelle ça le deuxième effet qui se coule. Je leur ai expliqué un petit peu brièvement et je leur ai dit que justement, je prévoyais de faire un podcast sur la question. Et c'est vrai que moi, ça m'est même arrivé. C'était jeudi dernier, donc j'étais invitée à un petit déj avec des copines. Donc, sur le coup, je passais un super moment. Alors, c'est pas tout de suite quand je suis rentrée chez moi, mais l'après-midi, je crois que j'étais en train de faire dormir ma petite. Et puis, je commençais à repenser en fait, à une discussion que j'ai eue avec l'une d'entre elles précisément. Et en fait, je lui demandais, elle vient du Kurdistan, et je lui dis, mais l'ethnie du Kurdistan, alors c'était en anglais en plus, sachant qu'on n'est pas anglophone ni l'une ni l'autre à la base, parce qu'elle est suédoise originairement du Kurdistan. Donc, je lui dis, mais le Kurdistan, c'est quelle ethnie en fait? Elle me dit, le Moyen-Orient. Et je lui dis, ah bon, j'étais surprise parce que en fait, elle ressemblait grave à une de mes copines qui est kosovarde. Je lui dis, ça m'étonne parce que tu ressembles beaucoup je trouve que tu ressembles aux filles du Kosovo, etc. Et tout. Elle me dit, écoute, t'es pas la première qui me le dit. Et t'es pas la première qui me le dit. Et puis voilà, on est du Moyen-Orient, qu'on est considéré comme l'ethnie du Moyen-Orient, venant du Moyen-Orient. Ok, donc la discussion, elle se passe tranquille et tout. Après, je rentre chez moi. Je fais ma vie, tout. J'étais en train, du coup, de faire dormir ma petite. Et là, je me dis, ça se trouve, je l'ai vexée. Peut-être ce que j'ai dit, c'était raciste. Et c'est ça que j'appelle le deuxième effet qui se coule. C'est que sur le coup, tu passes un beau moment, tu discutes. C'est intéressant de parler comme ça de géographie et tout. Après, elle m'a expliqué les frontières du Kurdistan, les différents problèmes qu'il y a eu au niveau politique là-bas et tout. Sur le coup, c'était intéressant. Et puis après, dans ma tête, voilà, c'était des doutes, etc. Et de là, j'en suis venue à me dire, mais ce deuxième effet qui se coule, il faut absolument que je vous en parle. Parce que cette tendance, en fait, à analyser et à remettre, alors plus qu'en question, en doute, en cause, nos actions et nos paroles après une interaction sociale, c'est quelque chose qu'on expérimente toutes.
Là, je t'ai parlé, voilà, tu vois, genre typiquement la réunion avec des copines, etc. Et puis tu rentres chez toi, tu commences, tu sais, ça peut être aussi une soirée comme ça où justement tu peux te demander est-ce que j'ai trop parlé de mes opinions, genre politiques, est-ce que j'ai pas froissé une copine qui avait l'air plutôt silencieuse pendant la discussion. Ou alors dans le dîner de famille, ça ressemble un peu à, tu sais, tu discutes avec tes beaux-parents et là tu te remets en cause après. Tu parles en fait de l'éducation que tu veux donner à tes enfants, etc. Et après tu t'inquiètes parce que tu as eu l'impression peut-être de donner l'impression que tu n'étais pas une bonne mère, que tu avais des méthodes d'éducation qui étaient originales, si je peux dire ça comme ça, voire même controversées. Dans le milieu du travail, ça ressemble à, imagine, tu as une réunion importante, sur le coup, tu reçois des compliments sur ta présentation, puis après, pareil, le temps passe, tu retournes à ton bureau, puis là, ça commence, le deuxième effet qui se coule. Ah, peut-être que j'ai parlé trop longtemps, peut-être que j'ai pas bien répondu aux questions, peut-être que c'était pas assez clair ce que j'ai dit. Tous ces trucs, parce que, au fond, tu as des doutes sur ta compétence. Et puis, ça peut être aussi, alors ça peut être dans le milieu professionnel ou, comment dirais-je, ou humanitaire ou quoi, ok, hein, que tu sois rémunéré ou pas, hein, mais quand en fait tu offres tes compétences, je peux dire ça comme ça. Ça peut être aussi dans la presse. Imagine, tu fais une sortie avec tes collègues, et puis après tu rentres et tu te dis est-ce que j'ai pas partagé trop de détails sur ma vie, est-ce que j'ai pas trop raconté ma life, est-ce que mes collègues elles vont pas changer leur opinion, leur perception de mon professionnalisme sur le lieu de travail, etc. Ou alors imagine tu participes dans ta communauté, tu vois, qu'elle soit religieuse ou locale, etc. Et tu prends la parole pendant un événement, et puis après, sur le coup, ça se passe bien, les gens, ils ont l'air intéressés par ce que tu dis, tu sens que le public, entre guillemets, il est chaud, quoi. Et après, tu rentres chez toi, pareil, t'es au volant, et tu te dis, attends, peut-être que j'étais trop passionnée, trop à fond dedans, peut-être ça faisait trop militante, est-ce que ça va pas influencer leur jugement sur... Enfin, les personnes, par exemple, si c'est tes voisines, hein, des associations de voisinage ou religieuses, est-ce qu'elles vont pas penser des choses, etc. Ou ça peut ressembler aussi à le deuxième effet qui se coule. T'appelles une copine, une amie que tu as depuis longtemps, et puis tu commences à douter en fait de la façon dont tu as exprimé, imaginons, des inquiétudes par rapport à certains de ses choix, etc. Et tu te dis, tiens, est-ce qu'elle n'a pas pensé que j'étais dans le jugement, ou alors tu as exprimé des inquiétudes sur ta vie, et après tu te dis, mais est-ce que je me suis pas trop plaint? Et tous ces exemples-là, en fait, ça montre que dans des situations sociales, qu'elles soient personnelles, professionnelles, religieuses, eh ben, on peut se retrouver, après, c'est ça que j'appelle le deuxième effet qui se coule, cette analyse un petit peu anxiogène qui est souvent à ton détriment, des interactions, des moments que tu as passés avec les autres, et souvent ça fait écho aux préoccupations qu'on a, et retiens bien ça, parce que tu vois, quand tu vas avoir ce deuxième effet qui se coule, derrière l'idée c'est comment dirais-je, d'engager une réflexion sur ce que ça dit plus profondément en fait. Et souvent ça reflète ces préoccupations qu'on a à différentes étapes de notre vie, d'accord ? Pourquoi ça arrive? Il y a des causes, bien sûr, c'est des causes qui sont psychologiques. Ça peut être l'insécurité, le besoin d'approbation, je vais développer après, la peur du jugement, etc. Et justement, dans ma psychampus, j'enseigne pourquoi notre cerveau peut parfois se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire à ce moment-là. Si je vous propose un petit peu des éléments d'analyse approfondie de ces causes psychologiques, alors on pourrait, que ce deuxième effet qui se coule, on pourrait l'appeler aussi rumination, suranalyse, anxiété aussi, hein, comment dirais-je, c'est une manifestation d'anxiété, et souvent ça fait écho à quoi? Par exemple, de l'insécurité, c'est-à-dire que quand on a tendance à se remettre en cause après avoir partagé des moments avec les autres, ou autrement dit, après des interactions sociales, souvent c'est qu'il y a une insécurité qui subsiste en nous. Quand on se sent, par exemple, incertaine de notre valeur, qu'il y a une estime de nous qui est un peu déséquilibrée, ou qu'on n'est pas certaine de notre place dans le groupe, on peut être encline à analyser, à remettre en cause nos comportements, nos paroles, en se disant peut-être que c'est inadéquat ou c'est pas acceptable, etc. Et moi, je sais que dans l'exemple que je vous ai parlé avec ma copine, je vais dire ma copine qui est kurde, donc ça faisait peut-être 4-5 fois que je l'ai rencontrée via une autre amie,
Ça faisait peut-être la 3e ou la 4e fois que je passais un moment avec elle. Donc clairement, moi, mon insécurité par rapport à ça, elle était sur ma place, si je peux dire ça comme ça, dans le groupe, ou en tout cas mon positionnement par rapport à elle. Parce que comme je la connais pas, entre guillemets, aussi bien que les autres, je suis pas certaine de comment j'ajuste, surtout dans une autre langue, mes questions, comment je fais connaissance avec elle, etc. Donc moi, typiquement, je sais que c'est une insécurité qui vient vraiment de là. Ça peut être aussi, dans d'autres causes psychologiques, ça peut être le besoin d'approbation. C'est-à-dire que des fois, on a un désir en nous vraiment d'être aimé, d'être accepté par les autres, et ce besoin d'approbation, ça peut conduire à une hypervigilance sur la façon dont dont on va être perçu, ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on fait par les autres. Et du coup, ça nous mène souvent à une analyse excessive, comment dirais-je, au fait de trop penser, si je peux dire ça comme ça. Donc, effectivement, c'est pas le fait de trop penser, c'est la qualité des pensées qui est en question. À partir de revenir en fait sur nos paroles, nos actions. Puis bien sûr, je pense que dans ces causes psychologiques, il y a aussi la peur du jugement, la crainte d'être jugé négativement par les autres. Ça, avec les conséquences que ça peut avoir en termes de rejet, par exemple, ça peut alimenter une anxiété sociale. Après des interactions, il n'est pas commun qu'on se préoccupe excessivement de la façon dont on a été perçu, parce qu'au fond, on a peur d'avoir dit quelque chose qui pourrait être mal interprété, qui pourrait être critiqué ou qui pourrait avoir blessé, d'accord ? Et puis, je vous disais, notre cerveau, et j'explique aussi en détail dans ma Psycampus, il a tendance à se concentrer sur le négatif, d'accord ? On est humain, on est comme ça. Et la rumination, c'est vraiment la rumination, le fait de repenser à des choses, etc., comme ça, de manière répétitive, forcément, ça déclenche de l'insécurité, d'accord ? Ça a un impact sur l'estime de soi. Parce que quand on se concentre en fait sur uniquement, parce qu'on sait pas en fait réellement comment gérer ça, sur nos échecs, nos erreurs potentielles, en plus c'est même pas forcément le cas, ça peut en plus pousser des croyances négatives sur nous et fomenter, si je peux dire ça comme ça, des blocages. Donc pour contrer ça, c'est vraiment hyper important d'augmenter sa conscience de soi, de ses pensées, de ses émotions et de disposer de stratégies de gestion des pensées négatives. Ça, comme je vous disais, parce que ça a un impact en fait sur le bien-être. Analyser comment ce phénomène peut activer notre estime de soi, c'est hyper important d'être au clair là-dessus, justement pour comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, et puis en plus de pouvoir juguler ça, de pouvoir lutter contre ça, si je peux dire ça comme ça. Ce que je voudrais t'adresser ici, c'est de te rappeler vraiment que ces inquiétudes, on va dire post-interaction, tu vois, ce deuxième effet qui se coule, c'est assez courant, d'accord ? Honnêtement, j'ai jamais rencontré une personne qui n'avait pas ces inquiétudes-là. Et dans ma Psycampus, on travaille vraiment les compétences mentales, les compétences émotionnelles qui nous permettent justement de gérer ce deuxième effet qui se coule. D'ailleurs, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/bootcamp pour t'inscrire à la liste d'attente de la version Ma Psycampus qui va bientôt sortir si tu veux être parmi les premières qui vont profiter de cette nouvelle offre. Parce que justement, et c'est ce qui est important de faire pour gérer justement cet effet, ce deuxième effet qui se coule, c'est de développer la conscience de soi, d'apprendre à gérer ses pensées et ses pensées négatives aussi, et d'apprendre aussi à réévaluer, si je peux dire ça comme ça, on appelle ça de la réévaluation cognitive en psychologie. Si je te le dis autrement, voilà, de réévaluer ce qui nous traverse l'esprit, comment on adhère pas, etc. Et typiquement, au sein de ma Psycampus, il y a des modules spécifiques qui sont conçus pour aider les participantes à mieux se comprendre. On aborde des sujets comme l'identification des émotions, la compréhension des schémas de pensée et la reconnaissance des déclencheurs personnels. Je donne énormément d'exercices d'introspection, que ce soit dans les modules ou pendant les coachings de groupe, quand je réagis, quand je réponds en fait aux questions des participantes. C'est important de pouvoir gérer justement ces pensées entre guillemets dites négatives, intrusives, ce deuxième effet qui se coule. Et d'ailleurs, au sein de ma Psycampus, que ce soit moi ou mes collègues, psychologues qui interviennent dans les cercles des bootcampeuses, on offre des techniques cognitives pour aider les bootcampeuses, les participantes à identifier, à remettre en question leurs pensées négatives, leurs pensées automatiques, c'est-à-dire leur mode de pensée automatique, et à augmenter
la pratique de leur prise de conscience, en fait. Ça, c'est hyper important. On aide les personnes, avec la team Psy en ligne chez moi, on aide les femmes qu'on accompagne à vraiment changer, à avoir de quoi développer les compétences pour pouvoir changer la façon dont les événements sont interprétés, même dans l'après-coup, en encourageant justement une perspective qui va être beaucoup plus constructive, beaucoup plus, alignée avec l'idée de se développer en tant que personne, de croître, de faire croître son mental, sa gestion émotionnelle. Et puis bien sûr, que ce soit dans le coaching de groupe ou dans les sessions de cercle de bootcampeuse, on offre un espace pour partager des expériences, pour recevoir des retours de professionnels, des retours bienveillants, constructifs, que ce soit vis-à-vis des psys d'ailleurs, mais bien sûr aussi de la part des autres participantes hier. En résumé, ce qu'il faut vraiment, c'est pouvoir te créer, en fait, tu vois, que ce soit en rejoignant ma psycampus ou travaillant avec une psychologue ou quoi, ou qu'est-ce, mais l'idée, c'est vraiment que tu puisses mettre l'accent, que tu travailles sur cette conscience que tu as de toi-même, de ce que tu vis pendant ce que tu es en train de vivre quelque chose, mais dans l'après aussi, pour que tu puisses gérer ça de la meilleure des manières. Voilà. Et que tu restes dans un état d'esprit, dans un mindset où tu te sens toujours en cohérence avec tes ambitions, bien sûr, tes valeurs et tes principes. C'était un plaisir de partager cette petite théorie du deuxième effet qui se coule. D'ailleurs, si tu passes par là et tu es psychologue et tu te rappelles, en tout cas moi, je ne sais plus retrouver dans ma tête comment, je suis certaine qu'il y a un concept correct en psychologie qui décrit ça, le deuxième effet qui se coule, mais je l'ai rebaptisé deuxième effet qui se coule parce que le concept premier m'a totalement échappé. Et voilà, ça m'a fait penser un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, il y avait une pub comme ça. Premier effet qui se coule, c'était un bonbon, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Puis alors, tu avais le premier effet qui se coule et le deuxième effet qui se coule. Donc voilà, ça, pour la petite histoire, c'est comme ça que le nom de ce podcast m'est venu. Sache que pour commencer justement ton voyage de découverte de toi, pour mieux te comprendre, pour mieux gérer tes émotions, tes relations, j'ai créé un quiz qui s'appelle le quiz Sais-tu vraiment te traiter en première classe? Donc c'est vraiment un outil précieux pour que tu puisses évaluer ta confiance, ton estime personnelle et pour pouvoir t'aider en fait dans ton cheminement. Tu peux faire le quiz maintenant en te rendant sur mapsyenligneschezmoi.fr/quiz, Q-U-I-Z, et tu vas voir comment justement tu peux transformer ta vie, te remettre en selle pour réaliser tes ambitions en cohérence avec tes valeurs et tes principes. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce podcast. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça te parle, ce deuxième effet qui se coule? Est-ce que tu veux bien partager la dernière fois où ça t'est arrivé? Qu'on puisse se rendre compte que vraiment ça arrive à tout le monde. Donc je t'invite à partager en commentaire. Tu peux bien sûr me mettre une note, une review. Et je tiens d'ailleurs à remercier à nouveau toutes les personnes. Vous laissez de plus en plus de commentaires, ça fait hyper plaisir. Je prends d'ailleurs moi-même de plus en plus de plaisir à interagir avec vous en commentaire. Et je vous invite bien sûr à vous abonner depuis la plateforme que tu écoutes. Si c'est sur le site, génial, ça veut probablement dire que tu es déjà sur la newsletter. Donc tu vas recevoir toutes les pépites de ma psy en ligne chez moi. Et si tu es depuis YouTube, à t'abonner à la chaîne YouTube. Pareil si tu es depuis Apple ou Spotify ou Deezer ou que sais-je. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule avec des explications profondes, impactantes, des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en subissant finalement tes peurs, tes croyances limitantes et tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je te dis à bientôt. Bye bye.